包法利夫人，第一部分。我们正在上自习，忽然校长进来了，后面跟着一个没有穿学生装的新学生，还有一个小校工，却端着一张大书桌。正在打瞌睡的学生也醒过来了，个个都站了起来，仿佛功课受到打扰似的。校长做了个手势，要我们坐下，然后转过身去，低声对班主任说：“罗杰先生，我把这个学生交托给你了，让他上5年级吧。要是他的功课和品行都够格的话，再让他升高班。他的岁数已经够大了。”这个新生坐在门背后的角落里，门一开，谁也看不见他。他是一个小乡巴佬，大约有15岁，个子比我们哪一个都高。他的头发顺着前额剪齐，像乡下教堂的歌童，看起来又懂事又不自在。他的肩膀虽然不算宽，可是那件黑纽绿呢小外衣一定穿得太紧，袖口崩开了裁缝的线，露出了晒红的手腕，一看就知道是卷起袖子干惯了活的。浅黄色的长裤给背带吊得太高，露出了穿蓝袜子的小腿，脚上穿了一双不常擦油的钉鞋。大家背起书来，他竖起耳朵来听，专心的好像在教堂里听传道，连腿都不敢翘，胳膊也不敢放在书桌上。2点钟下课铃响的时候，要不是班主任提醒他，他也不知道和我们一起排队。我们平时有个习惯，一进教室就把帽子抛在地上，以免拿在手里碍事。因此一跨过门槛，就得把帽子扔到长凳底下，并且还要靠墙，掀起一片尘土。这已经成为规矩了。不知道这个新生是没有注意到我们这一套，还是不敢跟大家一样做。课前的祷告做完之后，他还把鸭舌帽放在膝盖上。他的帽子像是一盘大杂烩，看不出到底是军帽、皮帽、圆顶帽、尖嘴帽还是睡帽，反正是便宜货，说不出的难看，好像哑巴吃了黄连后的苦脸。Gustave Flaubert, Madame Bovary, première partie. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis, se tournant vers le maître d'études: « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l'appelle son âge. Restez dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine. Le nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droits sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé, quoiqu'il ne fût pas large des épaules. Son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laisser voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d'un pantalon jaunâtre, très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme un sermon. N'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur le coude. Et, à 2 heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir.
pour qu'il se mît avec nous dans les rangs. Nous avions l'habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d'avoir ensuite nos mains plus libres. Il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière. C'était là le genre. Mais, quoiqu'il n'eût pas remarqué cette manœuvre ou qu'il n'eût osé s'y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C'était une de ces coiffures d'ordre composite. Et l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses. Enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. 是鸡蛋形的，里面用铁丝支撑着，帽口有3道滚边，网上是交错的菱形丝绒和兔皮，中间有道红线隔开。再往上是口袋似的帽筒，帽顶是多边的硬纸壳，纸上蒙着复杂的彩绣，还有一根细长的饰带，末端吊着一个金线结成的小十字架作为坠子。帽子是新的，帽檐还闪光呢。站起来，老师说。他一起立，鸭舌帽就掉了，全班人都笑了起来。他弯下腰去捡帽子，旁边一个学生用胳膊捅了他一下，帽子又掉了，他又捡了一回。不必担心，你的王冠不会摔坏，老师很风趣地说。学生都哈哈大笑起来，可怜的新生似乎更加手足无措，不知道帽子应该拿在手里，还是让它掉在地上，还是把它戴在头上。他到底又坐下了，帽子还是放在膝盖上。站起来，老师再说一遍，告诉我你叫什么名字。新生口里含了萝卜似的说了一个听不清楚的名字。再说一遍，新生还是说了一个稀里糊涂的名字，全班都笑得更厉害了。声音高点，老师喊道，声音高点。于是新生狠下决心，张开血盆大口，像在呼救似的，使出了吃奶的力气，叫道：下坡花栗。这下好了，笑声叫声直线上升，越来越闹。有的声音尖得刺耳，有的像狼嚎，有的像狗叫，有人跺脚，有人学舌，下坡花栗，下坡花栗。好不容易才变成零星的叫声，慢慢静了下来。但是一排板凳好像一串爆竹，说不准什么时候还会爆发出1-2声吱压不住的笑声，犹如死灰复燃的爆竹一样。老师只好用罚做功课的雨点来淋湿爆竹，总算逐渐恢复了教室里的秩序。老师又要新生听写、拼音，翻来覆去的念，才搞清楚了他的名字是夏尔·包法利，就罚这条可怜虫坐到讲台前懒学生坐的板凳上去。他正要去，又站住了。你找什么？老师问道。我的……新生心神不宁，眼睛左右张望，胆小怕事地说：全班罚抄500行诗。教师一声令下，就像海神镇压风浪一般，压下了一场方兴未艾的风暴。都不许闹！老师生气了，一面从高筒帽里掏出手帕来擦满脸的汗水，一面接着说：至于你呢，新来的学生，你给我抄20遍拉丁动词笑的变位法。Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par 3 boudins circulaires, puis s'alternait, séparés par une bande rouge.
des losanges de velours et de pois de lapin. Venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d'une broderie en soutache compliquée, et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croissant de fil d'or, en manière de gland. Elle était neuve, la visière brillait. « Levez-vous, dit le professeur. Il se leva, sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire. Il se baisa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude. Il la ramassa encore une fois. « Débarrassez-vous donc de votre casque, dit le professeur, qui était un homme d'esprit. Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux. « Levez-vous, reprit le professeur, et dites-moi votre nom. » Le nouveau articula, d'une voix bredouillante, un nom inintelligible. Répétez. Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. Plus haut, cria le maître, plus haut. Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un, ce mot. Charles Bovary. Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo avec des éclats de voix aigus, en hurlait, en aboyait, en trépignait, en répétait. Charles Bovary, Charles Bovary. Puis qui roula en notes isolées, se calmant à grande peine, et parfois qui reprenait tout à coup sur la ligne d'un banc où saillissait encore çà et là, comme un pétard mal éteint, quelques rires étouffés. Cependant, sous l'appui des pensums, l'ordre peu à peu se rétablit dans la classe, et le professeur, parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, se l'étant fait dicter, épeler et relire, commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur le banc de paresse, au pied de la chaire. Il se mit en mouvement, mais, avant de partir, hésita. « Que cherchez-vous » demanda le professeur. « Ma... K » fit timidement le nouveau, promenant autour de lui des regards inquiets. 500 vers à toute la classe, exclamé d'une voix furieuse, arrêta, comme le cause égaux, une bourrasque nouvelle. Restez donc tranquille, continuait le professeur indigné, et s'essuyant le front avec son mouchoir qu'il venait de prendre dans sa toque. Quant à vous, le nouveau, vous me copierez 20 fois le verbe ridiculus sum. 然后他用温和一点的声音说：“你的帽子嘛，回头就会找到，没有人抢你的。”一切恢复平静，头都低下做练习了。新生端端正正地坐了2个钟头，虽然说不定什么时候，不知道什么人的笔尖就会弹出一个小纸团来，溅他一脸墨水。他只用手擦擦脸，依然一动不动，也不抬头看一眼。上晚自习的时候，他从书桌里拿出袖套来，把文具摆得整整齐齐，细心地用尺在纸上画线。我们看他真用功，个个词都不厌其烦地查字典。当然，他就是靠了他表现的这般劲头，才没有降到低年级去，因为他即将勉强懂得文法规则，但是用词造句并不高明。
他的拉丁文是本村神父给他起的蒙，他的父母为了省钱，不是拖得实在不能拖了，还不肯送他上学堂。他的父亲夏尔·德尼·巴托洛梅·包法利原来是军医的助手，在1812年左右的征兵案件中受到了连累，不得不在这时离开部队。好在他那堂堂一表的人才赢得了一家衣帽店老板女儿的欢心，使他顺便捞得了6万法郎的嫁妆。他的长相漂亮，喜欢吹牛，总使他靴子上的马刺铿锵作响，嘴唇上边的胡子和络腮胡子连成一片，手指上总戴着戒指，衣服又穿得光彩夺目，外表看起来像个勇士，平易近人，又像个推销员。一结了婚，头2、3年，他就靠老婆的钱过日子，吃得好，起得晚，用瓷烟斗一大斗一大斗的吸烟，晚上不看完戏不回家，还是咖啡厅的常客。岳父死了，没有留下多少财产，他不高兴，要开一家纺织厂，有蚀了本，只好回到乡下，想在那里显显身手。但是他既不懂得织布，又不懂得种地，他的马不是用来耕耘的，而是用来驰骋。他的苹果酒不是一桶一桶卖掉，而是一瓶一瓶喝光。他院子里最好的鸡鸭都供自己食用，他的猪油也用来擦亮自己打猎穿的皮鞋。不消多久，他发现自己最好打消一切发财的念头。于是他一年花200法郎，在科州和皮卡迪交界的一个村子里租了一所半田庄半住宅的房子。他灰心丧气，怨天尤人，从45岁起就关闭门户，说是厌倦人世，决意只过安静的日子了。Puis, d'une voix plus douce, « Et vous la retrouverez, votre casquette. On ne vous l'a pas volée. » Tout reprit son calme. Les têtes se courbèrent sur les cartons, et le nouveau resta pendant 2 heures dans une tenue exemplaire. Quoiqu'il eût bien, de temps à autre, quelques boulettes de papier lancées d'un bec de plume qui vint s'éclabousser sur sa figure. Mais il s'essuyait avec la main et demeurait immobile, les yeux baissés. Le soir, à l'étude, il tira ses bouts de manche de son pupitre, mit en ordre ses petites affaires, régla soigneusement son papier. Nous le vîmes qui travaillait en conscience, cherchant tous les mots dans le dictionnaire et se donnant beaucoup de mal, grâce, sans doute, à cette bonne volonté dont il fit preuve. Il est dû de ne pas descendre dans la classe inférieure, car, s'il avait passablement ses règles, il n'avait guère d'élégance dans les tournures. C'était le curé de son village qui lui avait commencé le latin, ses parents, par économie, ne l'ayant envoyé au collège que le plus tard possible. Son père, Monsieur Charles-Denis Bartholomé Bovary, ancien et chirurgien majeur, compromis vers 1812 dans des affaires de conscription et forcé vers cette époque de quitter le service, avait alors profité de ses avantages personnels pour saisir au passage une dot de 60 000 francs, qui s'offrait en la fille d'un marchand bonnetier, devenu amoureuse de sa tournure. Bel homme, hâbleur, faisant sonner haut ses éperons, portant des favoris rejoints aux moustaches, les doigts toujours garnis de bagues et habillés de couleurs voyantes. Il avait l'aspect d'un brave avec l'entrain facile d'un commis voyageur. Une fois marié, il vécut 2 ou 3 ans sur la fortune de sa femme, dînant bien, se levant tard, fumant dans de grandes pipes
en porcelaine, ne rentrant le soir qu'après le spectacle et fréquentant les cafés. Le beau-père mourut et laissa peu de choses. Il en fut indigné, se lança dans la fabrique, y perdit quelque argent, puis se retira dans la campagne, où il voulut faire valoir. Mais comme il ne s'entendait guère plus en couture qu'en indienne, qu'il montait ses chevaux au lieu de les envoyer au labour, buvait son cidre en bouteille au lieu de le vendre en barrique, mangeait les plus belles volailles de sa cour et graissait ses souliers de chasse avec le lard de ses cochons. Il ne tarda point à s'apercevoir qu'il valait mieux planter là toute spéculation. Moyennant 200 francs par an, il trouva donc à louer dans un village, sur les confins du pays de Caux et de la Picardie, une sorte de logis moitié ferme, moitié maison de maître, et chagrin, rongé de regrets, accusant le ciel, jaloux contre tout le monde. Il s'enferma dès l'âge de 45 ans, dégoûté des hommes, disait-il, et décidé à vivre en paix. 他的妻子从前爱他简直着了魔，简直是对他百依百顺，不料他越顺着他，他却离他越远。他本来脾气很好，情感外露，爱情专一，后来上了年纪，就像走了气的酒会变酸一样，也变得很难相处了。说话唠叨，神情紧张，他吃了多少苦啊！起初看见他追逐恶臭，碰到村里浪荡的女人都不放过，夜里醉得不省人事，满身酒气，从多少下流地方给送回家来，他都没有抱怨。后来他自尊心受了伤，只好不言不语，忍气吞声，逆来顺受，就这样过了一辈子。他还得到处奔波，忙这忙那，他得去见诉讼代理人，去见法庭庭长，记住什么时候期票到期，办理延期付款。在家里，他又得缝缝补补，洗洗烫烫，督促工人，开发工钱，而她的丈夫却什么也不管，从早到晚都昏沉沉，懒洋洋，仿佛在跟人赌气似的，稍微清醒一点，就对她说些忘恩负义的话，缩在火炉旁边吸烟，向炉灰里吐痰。等到她生了一个男孩，却不得不交给奶妈喂养。小把戏断奶回家后，又把他惯得像一个王子，母亲喂他果酱，父亲却让他光着脚丫子满地跑，还冒充哲学家，说什么小畜生一丝不挂，可能活得更好。父母对孩子的想法背道而驰，父亲头脑里有男人的理想，他要按照斯巴达的方式严格训练儿子，好让他有强健的体格。他要儿子冬天睡觉不生火，教他大口喝甘蔗酒，看见教堂游行的队伍就说粗话。可是小孩子天性驯良，辜负了父亲的苦心，枉费了他的精力。母亲总把儿子带在身边，给他剪硬纸板，给他讲故事，没完没了的自言自语，快乐中有几分忧郁，亲热的又过于啰嗦。他的日子过得孤寂，就把支离破碎的幻想全都寄托在孩子身上。他梦想着高官厚禄，仿佛看见他已经长大成人，漂亮聪明，不管是修筑桥梁公路也好，做官执法也好，都有所成就了。他教他认字，甚至弹着一架早买的旧钢琴，教他唱3两支小调。但是对这一套，重才轻文的包法利先生却说是太划不来了。难道他们有条件供养他上公立学校，将来买一个一官半职，或者盘进一家店面？
再说，一个人只要胆大脸皮厚，总会有得意日子的。包法利太太只好咬咬嘴唇，让孩子在村里吊儿郎当。她跟在庄稼汉后面，用土块打得乌鸦东飞西跑。她沿着沟摘黑莓吃，手里拿着根钓竿，却说是在看管火鸡。到了收获季节，她就翻晒谷子，在树林里东奔西跑。下雨天，她就在教堂门廊下的地上画方格，玩跳房子的游戏。碰到节日，他就求教堂的管事让他敲钟，好把绳子吊在粗绳上，绳子来回摆动，他就觉得在随风飞舞。Sa femme avait été folle de lui autrefois. Elle avait aimé avec 1000 servilités qui l'avaient détaché d'elle encore davantage. Enjouée jadis, expansive et tout aimante, elle était, en vieillissant, devenue à la façon du vin éventé qui se tourne en vinaigre, d'humeur difficile, piaillarde, nerveuse. Elle avait tant souffert, sans se plaindre. D'abord, quand elle le voyait courir après toutes les gotons du village et que 20 mauvais lieux le lui renvoyaient le soir, blasé et puyant l'ivresse. Puis, l'orgueil s'était révolté. Alors, elle s'était tue, avalant sa rage dans un stoïcisme muet, qu'elle garda jusqu'à sa mort. Elle était sans cesse en course, en affaires. Elle allait chez les avoués, chez le président, se rappeler l'échéance des billets, obtenait des retards, et à la maison, repassait, coussait, blanchissait, surveillait les ouvriers, soldait les mémoires, tandis que se s'inquiétait de rien. Monsieur, continuellement engourdi dans une somnolence bondeuse, dont il ne se réveillait que pour lui dire des choses désobligeantes, restait à fumer au coin du feu, en crachant dans les cendres. Quand elle eut un enfant, il le fallut mettre en nourrice. Rentré chez eux, le marmot fut gâté comme un prince. Sa mère le nourrissait de confitures. Son père le laissait courir sans souliers, et pour faire le philosophe, disait même qu'il pouvait bien aller tout nu, comme les enfants des bêtes. À l'encontre des tendances maternelles, il avait en tête un certain idéal viril de l'enfance, d'après lequel il tâchait de former son fils, voulant qu'on l'évelât durement, à la Spartiate, pour lui faire une bonne constitution. Il l'envoyait se coucher sans feu, lui apprenait à boire de grands coups de rhume et à insulter les processions. Mais naturellement paisible, le petit répondait mal à ses efforts. Sa mère le traînait toujours après elle. Elle lui découpait des cartons, lui racontait des histoires, s'entretenait avec lui dans les monologues sans fin, pleins de gaieté mélancolique et de chatteries babillardes. Dans l'isolement de sa vie, elle reporta sur cette tête d'enfante toutes ses vanités éparses, brisées. Elle le revêt de haute position. Elle le voyait déjà grand, beau, spirituel, établi, dans les ponts et chaussées ou dans la magistrature. Elle lui apprit à lire et même lui enseigna, sur un vieux piano qu'elle avait, à chanter 2 ou 3 petites romances. Mais à tout cela, M. Bovary, peu soucieux des lettres, disait que ce n'était pas la peine. Aurait-il jamais de quoi l'entretenir dans les écoles du gouvernement, lui acheter une charge ou un fonds de commerce? D'ailleurs, avec du toupet, un homme réussit toujours dans le monde. Madame Bovary se mordait les lèvres, et l'enfant vagabondait dans le village. Il le suivait les laboureurs et chassait, à coups de mottes de terre, les corbeaux qui s'envolaient. Il mangeait des murs le long des fossés.
garder les dindons avec une gaule, faner dans la moisson, courait dans le bois, jouait à la marelle sous le porche de l'église les jours de pluie, et, aux grandes fêtes, suppliait le bedeau de lui laisser sonner les cloches, pour se pendre de tout son corps à la grande corde et se sentir emporté par elle dans sa volée. 因此，她长得像一棵硬木树，手臂结实，肤色健美。12岁上，她母亲才得到允许，让她开始学习。她的启蒙老师是教堂的神捕，不过上课的时间太短，又不固定，起不了多大作用。功课都是忙里偷闲教的，刚刚行过洗礼，又要举行葬礼，中间有点闲暇，就站在圣器室里，匆匆忙忙地讲上一课，或者是在晚祷之后，神捕不出门了，又叫人去把学生找来。他们2人上的楼来，走进他的房间，于是各就各位，苍蝇和蛾子也围着蜡烛飞舞。天气一热，孩子就打瞌睡，神捕双手压在肚皮上，昏昏沉沉，不消多久，也张开嘴巴打起鼾来。有时候，神捕给附近的病人行过临终圣礼回家，看见夏尔在田地里调皮捣蛋，就把他喊住，训了他个把钟，并且利用机会叫他在树底下背动词变位表。但不是天下雨，就是过路的熟人把他们的功课打断了。尽管如此，神捕对他一直表示满意，甚至还说小伙子记性挺好。夏尔不能就停留在这一步呀。母亲一抓紧，父亲问心有愧，或者是嫌累了，居然不反对，就让了步，但还是又拖了1年。等到这个顽童行过第1次圣体瞻礼再说。6个月一晃就过去了。第2年10月底，夏尔总算进入了卢昂中学，还是过圣罗曼节期间。他父亲来赶热闹时，亲自把他带来的。时过境迁，我们现在谁也不记得他的事了，只知道他脾气好，玩的时候玩，读书的时候读书，在教室里听讲，在寝室里睡觉，在餐厅里就餐。他的家长代理人是手套街一家五金批发店的老板，每个月接他出来一次，总是在星期天铺子关门之后，打发他到码头去逛逛，看看船来船往，然后1到7点就送他回学校吃晚餐。每个星期4晚上，他会给母亲写一封长信，用的是红墨水，还用3块小面团封口。然后他就复习历史课的笔记，或者在自习室里读一本过时的、情节拖沓的希腊游记。散步的时候，他老是和校工聊天，因为他们2个都是乡下来的。靠了用功，他在班上总是保持中下水平。有一回考博物学，他虽然没有得奖，却受到了表扬。但是到3年级结束的时候，他的父母要他退学，并且要他学医，说是相信他会出人头地，得到学位的。他的母亲认识罗伯克河岸一家洗染店，就在4层楼上为他找了一间房子。他把他的宿膳都安排停当，弄来几件家具，一张桌子，2把椅子，还从家里运来了一张樱桃木的旧床。另外买了一个生铁小火炉，储存了一堆木柴，准备可怜的孩子过冬取暖之用。住了1个礼拜之后，他才回到乡下去。临行前还千叮咛万嘱咐，说现在就只剩下他一个人了，一定要学会照管自己。Aussi poussa-t-il comme un chêne. Il acquit de fortes mains, de belles couleurs. À 12 ans, sa mère obtint que l'on commençât ses études. On en chargea le curé, mais les leçons étaient si courtes et si mal suivies.
qu'elle ne pouvait servir à grand-chose. C'était au moment perdu qu'elle se donnait, dans la sacristie, debout à la hâte, entre un baptême et un enterrement, où bien le curé envoyait chercher son élève après l'Angélus, quand il n'avait pas à sortir. On montait dans sa chambre, on s'installait, les moucherons et les papillons de nuit tournoyant autour de la chandelle. Il faisait chaud, l'enfant s'endormait, et le bonhomme, s'assoupissant les mains sur son ventre, ne tardait pas à ronfler, la bouche ouverte. D'autres fois, quand monsieur le curé, revenant de porter le viatique à quelques malades des environs, apercevait Charles qui polissonnait dans la campagne. Il appelait, le sermonnait un quart d'heure et profitait de l'occasion pour lui faire conjuguer son verbe au pied d'un arbre. La pluie venait les interrompre, ou une connaissance qui passait. Du reste, il était toujours content de lui, disait même que le jeune homme avait beaucoup de mémoire. Charles ne pouvait-en rester là. Madame fut énergique, honteux ou fatigué plutôt. Monsieur céda sans résistance, et l'on attendit encore 1 an que le gamin eût fait sa première communion. 6 mois se passèrent encore, et, l'année d'après, Charles fut définitivement envoyé au collège de Rouen, où son père l'amena lui-même, vers la fin d'octobre, à l'époque de la foire Saint-Romain. Il serait maintenant impossible à aucun de nous de se rien rappeler de lui. C'était un garçon de tempérament modéré, qui jouait de récréation, travaillait à l'étude, écoutant en classe, dormant bien au dortoir, mangeant bien au réfectoire. Il avait pour correspondant un quincaillier en gros de la rue Gantry, qui le faisait sortir 1 fois par mois, le dimanche après que sa boutique était fermée. L'envoyait se promener sur le port à regarder les bateaux, puis le ramener au collège dès 7 heures, avant le souper. Le soir de chaque jeudi, il écrivait une longue lettre à sa mère, avec de l'encre rouge et 3 pains à cacheter. Puis, il repassait ses cahiers d'histoire, ou bien lissait un vieux volume d'Anarcassis, qui traînait dans l'étude, en promenant